La structure psychotique. Rien que le mot fait un peu peur, non? On pense tout de suite à la folie, au chaos. Eh bien aujourd'hui, on va justement faire voler en éclats ce cliché. On va plonger ensemble dans un des concepts les plus fascinants et franchement les plus mal compris de la psychanalyse. Voilà, c'est ça. Folie, délire, perte totale de contrôle. C'est l'image d'Épinal, quoi. Le truc qu'on a tous en tête, souvent à cause des films ou de vieux préjugés qui ont la vie dure. Mais en réalité, cette vision elle est super réductrice. C'est une caricature. Le concept en psychanalyse, il est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Il ne se limite absolument pas à des comportements spectaculaires. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par déconstruire cette fameuse caricature. Ensuite, on verra les 3 grandes organisations psychiques pour bien situer les choses. Puis, on explorera ce rapport si particulier à la réalité. Et surtout, on va voir du très concret, quel impact ça a au travail et comment on peut, nous, adapter notre communication. Allez, c'est parti. Ok, premier point, et c'est vraiment le truc essentiel à piger pour la suite. En psychanalyse, la psychose, ce n'est pas d'abord un comportement qu'on observe. Non, c'est une structure. Pensez-y comme au système d'exploitation d'un ordinateur. C'est la manière fondamentale dont l'esprit est câblé, comment il organise son rapport au monde qui l'entoure. Et ça change tout par rapport à la névrose, par exemple, où le conflit est plutôt interne, à l'intérieur de soi. Ici, avec la structure psychotique, la particularité, c'est une relation différente aux règles du jeu social. Vous savez, il y a toutes ces choses qu'on est censé savoir sans qu'on nous les dise, ce contrat social implicite en quelque sorte. Du coup, ça impacte directement le rapport à la réalité que tout le monde partage. Pour bien comprendre la psychose, le plus simple, c'est de la mettre en perspective avec les 2 autres grandes structures psychiques, la névrose et ce qu'on appelle l'état limite ou borderline. On reprend notre image de tout à l'heure, imaginez vraiment ça comme 3 systèmes d'exploitation mentaux différents. Et ce tableau, il est super parlant. Il montre bien le cœur du réacteur pour chaque structure. Pour la névrose, le mécanisme principal, c'est le refoulement. En gros, on pousse un conflit sous le tapis, dans l'inconscient. Pour l'état limite, c'est le clivage. Le monde est coupé en 2, soit tout bon, soit tout mauvais, noir ou blanc. Et pour la psychose, attention, on change complètement de registre. Le mécanisme clé, c'est la forclusion. La forclusion, c'est quoi ce mot barbare? En fait, l'image est assez simple. Si le refoulement, c'est mettre un fichier à la corbeille, on sait qu'il a existé. La forclusion, c'est comme si ce fichier n'avait jamais été enregistré sur le disque dur. Il y a un élément fondamental, une règle du jeu de la réalité commune, qui n'a tout simplement pas été intégrée. Et le truc, c'est que ce qui n'a pas été symbolisé, eh bien, ça peut revenir, mais pas comme un souvenir. Ça revient directement dans le réel. Et c'est ça qui peut donner des interprétations du monde qui semblent si particulières, si décalées. Et forcément, cette pièce manquante fondamentale, ça a une conséquence directe, logique, ça façonne un rapport au monde, à la réalité qui est différent. Pas meilleur, pas moins bon, simplement différent de la norme. Et là, attention, point super important. Il faut absolument tordre le cou à une idée reçue. Structure psychotique ne veut pas du tout dire délire permanent. Loin de là. La grande majorité des personnes avec cette structure sont stabilisées, bien insérées, elles ont un boulot, des amis, une vie sociale. On appelle ça une psychose compensée. C'est-à-dire que la personne a trouvé des béquilles, des astuces pour que tout tienne parfaitement la route au quotidien. Quand on voit des chiffres comme ce 1% de la population touchée par des troubles psychotiques, il faut bien comprendre de quoi on parle. Ce chiffre, il concerne les moments de crise, ce qu'on appelle la décompensation, quand la maladie devient visible. Ça ne compte absolument pas toutes les personnes qui ont une structure psychotique, mais qui sont, comme on vient de le dire, parfaitement stables et adaptées. C'est vraiment ça, la distinction fondamentale à garder en tête. On ne parle pas d'une maladie active qui fait du bruit, on parle d'une organisation de fond, d'un câblage différent, d'une autre façon d'être au monde. C'est toute la différence. Bon, et maintenant, passons au concret. C'est bien joli la théorie, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Prenons le monde du travail. C'est un peu la jungle des sous-entendus, des non-dits, des jeux de pouvoir. Bref, l'implicite est roi. Et pour une structure psychique qui, elle, a un besoin vital de clarté, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Imaginons une scène toute bête. Un manager lâche en réunion. Bon, il faudrait qu'on accélère un peu. Quelqu'un qui a une structure névrotique, comment il va l'entendre? Très souvent, ça va être perçu de manière personnelle. Ah, il attend plus de moi. Ça veut dire que je ne suis pas assez bon, pas assez performant. Maintenant, la même phrase, exactement la même, entendue par une personne avec une structure borderline. Là, ça peut toucher une corne beaucoup plus sensible, celle de l'abandon. La pensée qui peut surgir, c'est « je suis en train de le décevoir, il va finir par me virer, par me rejeter ». Et alors, la personne avec une structure psychotique,
Comment elle reçoit ce « il faut accélérer » Eh bien, ça peut partir dans deux directions. Soit c'est pris au pied de la lettre de manière hyper littérale, ok, il faut augmenter la cadence de 10%, une pure consigne technique. Soit, à l'inverse, ça peut être perçu comme un message codé, énigmatique, qui lui est adressé personnellement, en court-circuitant tous les filtres sociaux habituels. Du coup, on comprend tout de suite mieux ce qui peut aider et ce qui, au contraire, peut vraiment déstabiliser. D'un côté, tout ce qui est clair, structuré, explicite, ça c'est rassurant, c'est un point d'ancrage. De l'autre, tout ce qui est flou, ambigu, les non-dits, les petites phrases, ça peut devenir une source d'angoisse énorme. Et comprendre tout ça, ce n'est pas juste pour se cultiver, non, l'intérêt, il est super concret. Ça nous donne des clés pour ajuster notre façon de communiquer, pour la rendre plus claire, plus lisible et au final beaucoup plus efficace. Et pas seulement pour une personne, mais pour tout le monde. Alors concrètement, on fait comment? On peut retenir 3 stratégies toutes simples. La première, la clarté avant tout. Fini les sous-entendus, on formule les choses explicitement. Deuxième point, donner un cadre, de la structure, des repères précis pour éviter les zones de flou. Et troisième chose, peut-être la plus importante, arrêter de tout surinterpréter. Une réaction qui nous semble bizarre n'est pas forcément une attaque personnelle. C'est peut-être juste une autre façon de décoder l'information. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est vraiment ce changement de regard. Il faut passer de l'idée de chaos ou de défaut à celle d'une logique différente. Ce n'est pas une absence de structure, c'est une autre structure. Donc, pour résumer, si on veut un environnement de travail qui soit plus serein et plus efficace pour tout le monde, la recette est simple. On privilégie la clarté face au non-dit et on met de la structure là où il y a du flou. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question à méditer. Et si finalement ce besoin de clarté qu'on a évoqué, ce n'était pas du tout une contrainte? Et si c'était en fait une invitation à communiquer tout simplement mieux, de manière plus franche et plus efficace pour absolument tout le monde?